Bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes sur la chaîne qui explore les frontières de la motivation, du développement personnel et du mindset de haut niveau. Si vous avez souvent l'impression que le monde tourne à une vitesse différente de la vôtre, si vous ressentez ce décalage constant entre votre soif de profondeur et la superficialité ambiante, alors sachez-le, vous êtes à la bonne porte. Aujourd'hui, nous n'allons pas simplement effleurer la surface, nous allons plonger dans les mécanismes psychologiques les plus sombres et les plus fascinants qui expliquent pourquoi l'intelligence est souvent vécue comme un exil. Mais bien avant de commencer, je vous conseille de regarder l'intégralité de cette vidéo. Ce que nous allons partager ici est un puzzle. Chaque chapitre est une pièce indispensable pour comprendre votre propre fonctionnement. Ne manquez pas la fin, car c'est là que nous transformerons ce fardeau en une puissance souveraine. Et surtout, n'oubliez pas de liker, de partager ce contenu à ceux qui, comme vous, se sentent à part, et de nous donner votre opinion ou d'exprimer vos besoins spécifiques en commentaire. Vos retours sont l'essence même de cette communauté. Et bien sûr, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne rien rater de cette aventure mentale. Merci de votre fidélité, on commence tout de suite. L'exil des lucides. Pourquoi la profondeur est une menace sociale. L'éveil au milieu des dormeurs. Imaginez un instant que vous soyez le seul membre d'un groupe à posséder la vision des couleurs, alors que tous les autres vivent dans un monde en noir et blanc. Vous essayez de leur expliquer la splendeur d'un coucher de soleil, la nuance d'un bleu azur ou la vivacité d'un rouge sang. Pour eux, vous n'êtes pas un visionnaire, vous êtes un fou, ou pire, un menteur qui cherche à se donner de l'importance. C'est le drame fondamental des esprits profonds. L'intelligence, la vraie, celle qui croise la lucidité, l'hypersensibilité et l'esprit critique, n'est pas un outil de confort, c'est une rupture de contrat avec la masse. Ce script n'est pas une flatterie à l'ego, c'est une autopsie de la solitude. Nous allons plonger dans les 15 mécanismes qui font que plus vous comprenez le monde, plus le monde semble vouloir vous expulser. Chapitre 1. Le paradoxe de Prométhée et le châtiment de la lumière. La mythologie n'est pas une collection de contes de fer, c'est une carte de la psyché humaine. Prométhée vole le feu, la connaissance, la technologie, la conscience, pour l'offrir aux hommes. Le résultat, il finit enchaîné à un rocher, le foie dévoré chaque jour. Pourquoi ce mythe résonne-t-il encore? Car apporter de la lumière là où règne l'obscurité du dogme est un acte de trahison sociale. La société fonctionne sur des équilibres précaires de croyances partagées. Si vous arrivez avec une torche, vous ne montrez pas seulement le chemin, vous montrez aussi la poussière, les fissures sur les murs et la laideur du décor. Le penseur profond est celui qui, par sa simple présence, rappelle au groupe qu'il vit dans l'illusion. L'isolement n'est pas un accident de parcours, c'est le prix de la torche. Chapitre 2. La vitesse de traitement et l'asynchronie cognitive. La science neurocognitive nous dit que le cerveau à haut potentiel ou l'esprit hautement analytique possède une myélinisation plus importante des axones, permettant une circulation de l'information beaucoup plus rapide. Mais ce que la science ne dit pas, c'est la douleur sociale que cela engendre. Vivre avec un cerveau rapide au milieu d'une société lente, c'est comme conduire une Formule 1 dans un embouteillage permanent. L'ennui existentiel, là où les autres savourent une discussion sur les résultats sportifs ou la météo, le fatigue, vous percevez cela comme une perte de temps vital. L'arborescence mentale, une seule idée en déclenche 1000. Quand vous parlez, vous faites des liens que les autres ne voient pas. Ils vous trouvent confus, alors que vous êtes simplement global. Ce décalage de fréquence crée une barrière invisible. Vous finissez par vous taire, non pas par mépris, mais par épuisement de devoir constamment traduire votre pensée en langage simplifié. Chapitre 3. L'effet miroir et la menace de l'ego. C'est ici que le rejet devient violent. La plupart des êtres humains protègent leur ego à tout prix. Leur identité est une citadelle construite sur des certitudes. Je suis quelqu'un de bien, mon travail est important, le système est juste. L'esprit profond, par sa capacité à questionner le pourquoi, agit comme un acide sur ces certitudes. Quand vous pointez une incohérence chez un collègue ou un parent, il ne voit pas une aide à la vérité, il voit une agression contre son identité. L'intelligence est intimidante, elle crée un sentiment d'infériorité chez l'autre même si vous n'avez aucune intention de dominer. Pour compenser ce sentiment d'infériorité, l'autre n'a qu'une solution, vous rabaisser, vous isoler ou vous étiqueter comme bizarre. On vous rejette pour ne pas avoir à se remettre en question. Chapitre 4. La tyrannie du consensus, la biologie du troupeau. L'anthropologie nous enseigne que nous sommes des primates sociaux. Pour nos ancêtres, être exclus du groupe signifiait la mort. Par conséquent, nous avons hérité d'un instinct de conformité féroce. Le groupe ne cherche pas la vérité, il cherche la cohésion.
Celui qui pense différemment est une mutation dangereuse pour le groupe. Si vous commencez à questionner les valeurs du clan, qu'il s'agisse de votre famille, de votre entreprise ou de votre pays, le système immunitaire social s'active. Le rejet est une réponse biologique du corps social pour éliminer l'élément disruptif. On préfère avoir tort ensemble que d'avoir raison tout seul. La personne intelligente, parce qu'elle ne peut s'empêcher de voir les failles, devient l'ennemi naturel de la stabilité du groupe. Chapitre 5. L'hypersensibilité et l'écorché vivant. On fait souvent l'erreur de croire que l'intelligence est une machine froide. C'est l'inverse. Une grande intelligence s'accompagne presque toujours d'une hyperesthésie. Les sens sont plus aiguisés, les émotions plus intenses. Le bruit du monde, une injustice à l'autre bout de la planète peut vous empêcher de dormir. La saturation, là où les autres voient un dîner mondain sympathique, vous voyez des micro-expressions de fausseté, vous entendez les non-dits, vous saturez de l'hypocrisie ambiante. Cette intensité est épuisante. La solitude devient alors un choix de survie. Vous vous isolez non pas parce que vous détestez les gens, mais parce que vous ressentez trop tout ce qu'ils projettent. Le monde est trop bruyant pour celui qui entend chaque battement de cœur. Chapitre 6. La cage de la normalité. Le système éducatif et professionnel est une machine à fabriquer de la moyenne. On appelle cela la standardisation. On attend de vous que vous soyez performant dans une boîte étroite. Pour l'esprit profond, la normalité est une forme de pathologie. S'adapter à une société malade n'est pas un signe de santé mentale. Vous vous sentez rejeté parce que vous refusez de jouer le jeu des rôles sociaux. Vous refusez d'investir votre énergie dans des statuts de prestige vides de sens. Ce refus de jouer le jeu est perçu comme une arrogance ou une inadaptation, alors que c'est une exigence d'authenticité. On ne rejette pas votre intelligence, on rejette votre refus de vous soumettre à la médiocrité ambiante. Chapitre 7. La lucidité radicale, le syndrome de Cassandre. Cassandre avait reçu le don de voir l'avenir, mais la malédiction que personne ne la croirait. C'est le quotidien des esprits lucides. Vous voyez la crise arriver, financière, écologique, relationnelle, avec des mois ou des années d'avance, car vous analysez les systèmes, vous prévenez, vous alertez. Résultat, on vous traite de pessimiste, de rabat-joie, et quand la catastrophe arrive, on vous en veut encore plus d'avoir eu raison. La société déteste les prophètes car ils gâchent le plaisir du présent insouciant. La lucidité est une solitude de chaque instant, c'est porter le poids d'une vérité que personne ne veut porter avec vous. Chapitre 8. L'effet Dunning-Kruger et l'inversion des valeurs. Nous vivons une époque où la confiance en soi a remplacé la compétence. L'effet Dunning-Kruger montre que les moins qualifiés surestiment leurs capacités, tandis que les plus intelligents doutent d'eux-mêmes, le fameux syndrome de l'imposteur. Dans un groupe, celui qui affirme une bêtise avec force sera toujours plus écouté que celui qui propose une vérité avec nuance. La nuance est perçue comme de la faiblesse. Le penseur profond se retrouve donc marginalisé car son discours demande un effort que la majorité n'est plus prête à fournir. Vous êtes rejeté parce que vous refusez de simplifier à outrance. Vous refusez les slogans. Dans un monde de tweets et de phrases chocs, la pensée complexe est un luxe qui n'a plus de place. Vous êtes rejeté parce que votre discours demande un effort que la majorité n'est plus prête à fournir. Chapitre 10. L'architecture du rejet, la peur de l'imprévisible. Les institutions, écoles, entreprises, gouvernements adorent la prévisibilité. Une personne intelligente est, par définition, imprévisible. Elle trouve des chemins de traverse, elle remet en question les procédures. Le rejet est ici structurel. On va préférer promouvoir quelqu'un de fiable et moyen plutôt qu'un génie ingérable. L'intelligence profonde est perçue comme un risque de déstabilisation. Si vous avez déjà eu l'impression que votre talent était un obstacle à votre carrière, vous n'êtes pas paranoïaque, c'est une réalité sociologique. Le système n'est pas fait pour maximiser le potentiel humain, mais pour minimiser les risques de vagues. Chapitre 11. Le syndrome du sauveur et l'agressivité du faible, l'hécatombe de l'empathie. L'une des tragédies les plus corrosives de l'esprit profond est sa capacité à voir le naufrage avant même que le navire ne quitte le port. Parce que votre cerveau traite les variables systémiques, vous voyez les conséquences inévitables des choix médiocres de votre entourage. Votre réflexe, dicté par une forme d'empathie intellectuelle, est de prévenir, d'aider, de proposer une bouée de sauvetage. C'est là que vous commettez votre plus grande erreur. En proposant une solution, vous ne rendez pas service à l'autre, vous détruisez son mécanisme de défense préféré, le déni. La majorité des gens ne veulent pas être sauvés, ils veulent être plaints. Ils tirent une identité de leur victimisation. Quand vous apportez une analyse lucide et une issue logique, vous les privez de leur droit à la souffrance. Le rejet que vous subissez alors est une forme de punition sociale. Ils vous punissent d'avoir raison.
Ils vous punissent de leur montrer que leur cage est ouverte, car rester dans la cage est plus confortable que d'affronter la liberté de l'action. Pour l'esprit profond, le chapitre 11 est celui du deuil, le deuil du Sauveur. Vous devez comprendre que votre lumière n'est pas faite pour éclairer ceux qui ferment les yeux de toute leur force. Le rejet est le signal que vous gaspillez votre génie sur un terrain stérile. La lucidité souveraine consiste à regarder le navire couler sans y monter et sans essayer de convaincre les passagers que l'eau monte. C'est une solitude brutale, mais c'est la seule qui préserve votre intégrité. Chapitre 12. L'intelligence comme cible. L'anatomie du sacrifice social. Pourquoi est-ce toujours vous que l'on finit par pointer du doigt ? Pourquoi dans une réunion, une famille ou un groupe d'amis, le problème c'est toujours votre façon de penser? Pour comprendre cela, il faut plonger dans la théorie du bouc émissaire de René Girard. Un groupe ne se maintient pas par la vérité, mais par le mensonge partagé. Le mensonge crée la cohésion. L'esprit profond, par sa simple exigence de cohérence, est un agent corrosif. Vous êtes le témoin gênant. Même si vous ne dites rien, votre silence est analytique, et les autres le sentent. Vous êtes celui qui empêche le groupe de sombrer totalement dans l'idiotie confortable. Le groupe pratique alors une chirurgie de survie. Il vous éjecte pour protéger leur délire collectif. En entreprise, on vous taxera de non coopératif, parce que vous refusez de valider une stratégie absurde. En famille, on vous dira compliqué, parce que vous brisez les tabous qui maintiennent l'équilibre névrotique. Le rejet est une reconnaissance de votre pouvoir. Si vous n'étiez pas une menace pour leur médiocrité, ils vous ignoreraient. S'ils vous rejettent activement, c'est qu'ils ont peur. Vous êtes le miroir dans lequel ils voient leur propre lâcheté. En vous brisant, ils croient briser l'image. Mais le miroir reste intact et c'est vous. Chapitre 13. La quête de résonance contre la peur de la solitude. Le désert des sens. Nous devons parler de la famine sensorielle et intellectuelle de l'esprit profond. Le monde social moyen est un désert de sens. Le small talk, les conversations sur la consommation, les potins, les platitudes morales, tout cela constitue ce que l'on appelle le bruit blanc social. Pour une personne intelligente, participer à ces échanges n'est pas seulement ennuyeux, c'est une déshydratation de l'âme. Vous cherchez de la résonance, cette fréquence où une idée rencontre une autre pour créer une explosion de compréhension. Mais la résonance est rare. La majorité des gens ne cherchent pas à comprendre, ils cherchent à appartenir. Ce chapitre explore la douleur de la discontinuité. Vous pouvez être entouré de 1000 personnes et vous sentir plus seul que dans une forêt déserte. Pourquoi ? Parce que personne ne parle votre langue. Vous utilisez les mêmes mots, mais vos concepts sont à des années-lumière. Le rejet que vous subissez alors est une forme de rejet social. Vous rejetez leur vacuité, ils rejettent votre densité. La leçon ici est de cesser de chercher des oasis là où il n'y a que du sable. La solitude de l'esprit profond n'est pas un manque, c'est un espace de stockage pour la grandeur. Il vaut mieux mourir de soif que de boire le poison de la médiocrité pour se sentir inclus. Chapitre 14. La désintégration positive. La souffrance comme rite de passage. Ici, nous atteignons le cœur nucléaire de votre malaise. Le psychiatre Casimir Dabrowski a théorisé que l'adaptation sociale et la souffrance psychique des personnes à haut potentiel sont les moteurs de la désintégration positive. La plupart des gens vivent dans l'intégration primaire. Ils sont des robots sociétaux parfaitement adaptés. Ils ne souffrent pas parce qu'ils ne pensent pas. Vous souffrez parce que vos structures internes sont trop larges pour le monde actuel. Votre sentiment de rejet, votre anxiété, votre impression d'être foutu sont en réalité des symptômes d'une métamorphose. Pour qu'un moi supérieur naisse, le moi social doit mourir. La désintégration, c'est le moment où vous perdez vos illusions sur les amis, la famille, le travail. C'est le moment où le rejet des autres devient insupportable. Mais c'est précisément dans cette brisure que se forge votre autonomie. Vous ne pouvez pas devenir un individu souverain si vous êtes encore attaché au besoin d'être aimé par la masse. Le rejet est l'acide qui dissout vos chaînes. C'est un processus violent, une nuit noire de l'âme intellectuelle. Mais de l'autre côté de cette désintégration se trouve la liberté totale. Vous n'êtes pas en train de tomber, vous êtes en train de vous détacher pour pouvoir voler. Chapitre 15. De l'isolement à la souveraineté, le manifeste de la puissance. La conclusion de ce voyage n'est pas un appel à la tristesse, mais un cri de guerre. La souveraineté est l'étape ultime où l'on cesse de subir le rejet pour en faire un piédestal. Être souverain, c'est comprendre que la validation de la majorité est par définition une validation de la médiocrité. Si tout le monde vous comprend, c'est que vous ne dites rien de nouveau. Si tout le monde vous aime, c'est que vous n'avez aucun relief. L'intelligence profonde est une aristocratie de l'esprit. Elle n'est pas faite pour plaire, elle est faite pour ordonner, créer et diriger. La souveraineté consiste à cesser de s'expliquer. Les aigles ne s'expliquent pas aux pigeons. Votre vision n'a pas l'aval de ceux qui ne voient pas plus loin que leur confort immédiat. Habiter sa propre solitude, faire de son monde intérieur une forteresse inexpugnable, transformer le rejet en filtre. Le rejet est un outil merveilleux qui éloigne de vous les gens faibles, les manipulateurs et les paresseux mentaux.
C'est un système de sécurité naturel. En conclusion, on retient que le manifeste du mindset est supérieur. Nous arrivons au terme de cette exploration brutale, mais pour vous, c'est le moment du réveil. Si vous avez tenu jusqu'ici, c'est que vous avez compris l'essentiel. Votre solitude n'est pas une erreur de fabrication, c'est la rançon de votre lucidité. Bienvenue encore une fois sur cette chaîne. Nous sommes ici pour ceux qui ne refusent pas de s'éteindre, pour ceux qui veulent transformer leur mindset en une arme de précision. Si cette vidéo a fait vibrer quelque chose en vous, si elle a allumé une flamme de compréhension là où il n'y avait que de la confusion, agissez. Likez cette vidéo non pas pour l'algorithme, mais pour marquer votre appartenance à cette élite de pensée. Partagez ce contenu, car quelque part, un autre esprit profond se croit fou ou défectueux, soyez celui qui lui apporte la réponse. Donnez votre opinion en commentaire, je veux lire vos combats, vos victoires sur la solitude, vos besoins les plus profonds. C'est ici, dans cet espace de commentaires, que nous forgeons notre communauté. Et surtout, pour ne jamais retomber dans le sommeil de la normalité, pour continuer à nourrir votre esprit de cette densité dont il a soif, abonnez-vous. Rejoignez les rangs de ceux qui osent penser, osent sentir et osent être souverains. Merci de votre fidélité. Le monde préfère le confort au génie, le mensonge à la vérité.